Ma belle-mère a souri à ses invités, voici ma belle-fille. Mais elle déménage. Mon fils demande le divorce. Je suis entré avec de la nourriture chaude. Mon mari s'est levé, chérie, J'ai souri et je lui ai coupé la parole. Parfait. Parce que j'ai aussi des nouvelles. Et dès que j'ai commencé à parler, elle est devenue toute blanche. Rencontrer ma belle-fille. Pas pour longtemps. Je pensais entrer dans un dîner avec un plat chaud entre les mains et un sourire sur le visage. Je n'avais aucune idée que ma belle-mère avait déjà annoncé mon divorce à une pièce remplie d'invités avant même que je n'ai mis un pied à l'intérieur. Elle leur avait dit que je déménageais. Elle leur avait dit que son fils déposait les papiers du divorce. Elle avait organisé toute la scène comme un décor de théâtre. Les bougies, le vin, les visages compatissants tournés vers elle. Tout ce dont elle avait besoin, c'était que j'entre au signal pour qu'elle puisse profiter de la performance qu'elle avait passé des mois à répéter. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que j'avais mes propres nouvelles. Et au moment où j'ai ouvert la bouche pour les partager, la couleur a quitté son visage si complètement que, pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle ne s'est pas évanouie, mais elle a passé le reste de cette nuit à souhaiter n'avoir jamais organisé cette fête en premier lieu. Mon nom est Claire et je veux vous raconter ce qui s'est passé. Pas comme un conte moralisateur, ni comme un avertissement, mais simplement parce que la vérité de cette histoire me semble encore extraordinaire aujourd'hui. Même avec la distance de presque une année entre moi et cette salle à manger, ces bougies, cette nuance particulière d'humiliation qu'elle avait essayé de m'offrir devant 12 personnes tenant des verres de vin. Je veux vous raconter cela parce que j'ai passé beaucoup de temps à croire que garder le silence était synonyme de garder la paix. Je veux vous raconter cela parce que j'avais tort. Laissez-moi commencer là où tout ce qui est bon et compliqué commence. Au début, dans une vie qui me semblait encore être la mienne. Thomas et moi étions mariés depuis 4 ans quand cela est arrivé. 4 ans de ce bonheur ordinaire particulier que l'on construit lentement. Le genre de bonheur qui ne semble pas dramatique de l'extérieur mais qui semble immense de l'intérieur. Une hypothèque partagée. Un potager qu'aucun de nous deux n'était particulièrement doué à entretenir. Un rituel du dimanche matin consistant à boire du café sur la terrasse arrière avant que le quartier ne se réveille. Une façon spécifique que nous avions développée de nous disputer pour des petites choses sans les laisser devenir de grandes disputes. Il était architecte. J'étais chef de projet dans une entreprise de logistique de taille moyenne. Un emploi que j'occupais depuis 6 ans et dans lequel j'avais grandi comme on grandit dans un manteau qui finit par nous aller parfaitement. Pas prestigieux, mais solide. Véritablement à moi. Nous n'étions pas riches. Nous étions à l'aise. Nous avions travaillé très délibérément pour être à l'aise, et il y avait là une satisfaction que je ne prenais pas à la légère. La maison était à moi, techniquement, légalement, sans ambiguïté la mienne. Je veux être clair à ce sujet parce que cela importe énormément pour ce qui arrive plus tard. Ma grand-mère me l'avait laissé à sa mort, 2 ans avant que je ne rencontre Thomas. C'était un bungalow de style craftsman dans une rue calme à 3000 du centre-ville avec les planchers d'origine en bois dur, un porche à l'avant et une cuisine qui recevait la lumière du matin exactement sous le bon angle. Ce n'était pas une maison grandiose. C'était une bonne maison. Ma grand-mère y avait vécu pendant 40 ans. J'y avais passé les étés de mon enfance, apprenant à cuisiner dans cette cuisine, dormant dans la petite chambre à l'arrière de la maison, là où les plafonds étaient mansardés et où la fenêtre donnait sur un poirier. Quand elle me l'a laissé, elle l'a fait sans condition, sans mise en garde, avec une note manuscrite dans l'enveloppe contenant l'acte de propriété qui disait simplement « Prends en soin. Laisse-la prendre soin de toi ». J'avais encadré cette note. Elle était accrochée dans le couloir. Thomas aimait la maison. Il l'avait aimée dès la première fois que je l'avais emmenée ici, avant même que notre relation ne soit sérieuse. Une visite du dimanche après-midi qui s'était terminée avec lui debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, la tête légèrement inclinée. C'est ainsi que les architectes regardent les choses qui les touchent vraiment. Il m'avait demandé en mariage sur ce porche avant. J'avais dit oui avec le café du matin encore chaud dans ma main. Cela semblait juste. C'était comme si la maison faisait partie de l'histoire que nous construisions ensemble. Pas un chapitre séparé, mais un fil conducteur. Sa mère Diane était une autre histoire. Elle avait été une présence difficile dès le début. Pas une difficulté catastrophique. Pas le genre de difficulté qui s'annonce clairement et vous donne quelque chose à pointer du doigt.
Elle était de la variété plus subtile, observatrice, légèrement offensée, encline à des commentaires qui tombaient juste assez mal pour piquer, mais pas assez mal pour être affrontée. Elle avait une façon de complimenter ma cuisine qui réussissait aussi, d'une manière ou d'une autre, à sous-entendre que son fils mangeait mieux avant de me rencontrer. Elle avait une façon d'exprimer sa fierté pour les accomplissements professionnels de Thomas qui incluait toujours, très naturellement et sans effort apparent, un rappel de ce qu'elle avait sacrifié pour l'amener là. Elle avait 62 ans et possédait l'énergie particulière de quelqu'un qui avait passé des décennies à être la femme la plus importante de la pièce et qui n'était pas prête à s'arrêter. Au cours des premières années, je l'ai gérée. Je ne dis pas cela avec fierté exactement. Ce n'était pas quelque chose que j'étais heureuse de faire, mais c'était honnête. Je l'ai gérée comme on gère une relation inconfortable mais nécessaire. Prudemment, patiemment, avec la vigilance constante et de bas niveau de quelqu'un qui sait exactement à quel point la paix est fragile. Je cuisinais ce qu'elle aimait quand elle venait nous voir. Je me pliais à ses opinions sur la décoration de la maison avec un sourire gracieux qui me coûtait quelque chose à chaque fois. J'absorbais ses suggestions subtiles insinuant que Thomas s'était marié trop jeune et avait choisi trop par pragmatisme. Je laissais passer les petites choses parce que j'étais, par tempérament et par choix délibéré, une personne qui laissait passer les petites choses. Thomas l'appréciait. Il me l'a dit. Il m'a dit plusieurs fois au cours de ces 4 années que je gérais sa mère mieux que quiconque ne l'avait jamais fait. Et il le disait avec une gratitude si sincère que je croyais que c'était un compliment et non, comme je le comprends maintenant, un signe avant-coureur. Rétrospectivement, les signes étaient partout. Ils le sont toujours. Vous lisez des histoires de personnes qui disent n'avoir jamais rien vu venir et vous pensez avec scepticisme que, sûrement, elles ont bien dû voir quelque chose. Et vous avez raison de le penser parce que j'ai vu des choses. J'ai choisi de ne pas les voir pleinement. Ce qui est une forme de cécité différente et plus douloureuse. Cela a commencé, comme ces choses commencent souvent, par des questions sur la maison. Diane s'était toujours intéressée à la maison, trop intéressée de la manière spécifique de quelqu'un qui fait un inventaire plutôt que d'admirer. Elle a posé des questions sur la valeur estimée lors d'un dîner de Thanksgiving, 2 ans et demi après le début de notre mariage, formulée comme une curiosité passagère, glissée entre des conversations sur les projets de Thomas et la météo. J'ai donné une réponse vague et j'ai changé de sujet. Elle a posé la question à nouveau 6 mois plus tard, cette fois en la présentant comme une inquiétude. Les impôts fonciers dans la région augmentaient, avait-elle entendu dire, et avions-nous un plan? Je lui ai dit que nous nous en sortions très bien et je me suis senti brièvement et inconfortablement comme si on m'avait demandé de prouver quelque chose dont j'ignorais qu'il était en question. Vers la même époque, Thomas a commencé à avoir des conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans les pièces. Pas de façon dramatique, pas le silence soudain d'un conspirateur pris sur le fait, mais l'essoufflement plus graduel d'une conversation dont quelqu'un a décidé que vous n'avez pas besoin de faire partie. Je l'ai remarqué comme on remarque un petit bruit persistant. Pas alarmant, pas suffisant pour être nommé, mais présent, créant un malaise de fond que l'on porte avec soi sans trop savoir pourquoi. Quand je lui demandais, il répondait facilement et sans lever les yeux de son téléphone, juste ma mère. Et je me disais que c'était une réponse raisonnable et je le croyais parce que le croire était plus facile que l'alternative. Il y a eu un samedi matin en octobre, 8 mois avant le dîner, quand je suis descendu et que j'ai trouvé Thomas et Diane à la table de la cuisine avec des papiers étalés entre eux. Ils ont tous les deux levé les yeux. Elle a souri. Il a fermé le dossier. Le dossier était de couleur chamois, banal, le genre que l'on achète en gros. J'ai demandé sur quoi il travaillait et il a dit, rien d'important, juste des trucs de famille. Et elle a enchaîné par, je demandais à Thomas de m'aider à comprendre mes comptes d'investissement. Tu sais comment je suis avec la paperasse. Et j'ai hoché la tête, j'ai fait du café et je me suis dit à nouveau qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'un fils aide sa mère avec ses finances. Je me disais cela avec l'aisance exercée de quelqu'un qui sait répéter une chose particulière assez de fois pour qu'elle ne demande plus d'effort. Je n'ai pas ouvert le dossier. J'y pense parfois. Je me demande ce qui aurait été différent si je l'avais fait. L'automne m'a semblé presque normal. Nous sommes allés au mariage d'un ami en septembre. Nous avons repeint la salle à manger en octobre. Thomas travaillait tard la plupart des soirs, ce qui n'était pas inhabituel. Il était au milieu d'un projet compliqué, un développement résidentiel dans l'est de la ville qui dépassait le budget et le calendrier depuis des mois. Je cuisinais. Je gérais mes échéances. Je m'occupais du potager pendant les derniers jours de beau temps.
Diane nous a rendu visite 2 fois. Les 2 fois, elle a traversé la maison d'une manière que j'avais commencé à reconnaître. Son regard se déplaçait sur les pièces avec une attention propriétaire qui me faisait frissonner la nuque. Les 2 fois, je me suis dit que je l'imaginais. Novembre est arrivé, puis décembre, puis janvier, et ce que janvier a apporté avec lui. Cela a commencé par une conversation que je n'étais pas censé entendre. Je rentrais tôt du travail, une réunion ayant été annulée, un rare cadeau en milieu de semaine de 2 heures non programmées. La voiture de Thomas était dans l'allée, ce qui était inhabituel. Il était normalement au bureau jusqu'à 19h00. Je suis entré par la porte arrière comme je le faisais toujours, j'ai suspendu mon manteau dans l'entrée et j'ai entendu sa voix venant du salon. Basse, prudente, délibérée, pas forte, mais avec une intensité qui m'a fait m'arrêter dans le couloir avant même que je n'ai décidé de m'arrêter. Elle ne sera pas simplement d'accord, disait-il. Je te l'ai déjà dit. Elle ne va pas simplement signer le transfert d'un intérêt partiel. La maison appartenait à sa grand-mère. Elle voudrait comprendre exactement pourquoi. Une pause. La voix de sa mère au téléphone. Je ne pouvais pas distinguer les mots, seulement la cadence, qui était brusque et pratique. La voix qu'elle utilisait quand elle ne jouait pas la douceur. Je sais, Thomas, dit-il. Je sais cela, mais il y a un calendrier. Si nous voulons faire cela avant le printemps, j'ai besoin de une autre pause, plus longue. Oui. Sa voix est devenue plus basse. Je sais, maman. Je vais m'en occuper. Je me tenais dans le couloir avec mon manteau sur le bras et le sac de course que je m'étais arrêté pour acheter suspendu à mon autre main, et j'ai senti le sol faire quelque chose d'étrange, pas bouger exactement, mais se décaler légèrement sous moi d'une manière qui n'avait rien à voir avec le sol physique. Le sac était lourd. Je l'ai posé doucement sur la table du couloir, puis je suis resté très immobile pendant un long moment, respirant prudemment, faisant le calcul de ce que je venais d'entendre. Si nous voulons faire cela avant le printemps, je vais m'en occuper. Je suis entré dans le salon. Thomas se tenait à la fenêtre, son téléphone abaissé, et quand il a entendu mon pas, il s'est retourné et j'ai vu quelque chose traverser son visage. Pas de la culpabilité, pas encore, mais quelque chose de proche. Un bref recalibrage. Et, a-t-il dit, tu es rentré tôt. Réunion annulée, ai-je dit. Ma voix était stable. J'étais très fier de la stabilité de ma voix. À qui parlais-tu? À ma mère, a-t-il dit, elle a des problèmes avec son comptable. Juste des trucs de famille. Des trucs de famille, ai-je répété. Ouais. Il s'était retourné vers la fenêtre. Je suis allé à la cuisine et j'ai déballé les courses. Je l'ai fait lentement, plaçant chaque article sur le comptoir avec un soin délibéré. La façon dont on bouge quand on a besoin que ses mains fassent quelque chose d'ordinaire pendant que son esprit fait quelque chose d'entièrement différent. J'ai pensé au dossier sur la table de la cuisine en octobre. J'ai pensé aux questions sur la valeur estimée, sur les impôts fonciers, sur le fait d'avoir un plan. J'ai pensé à si nous voulons faire cela avant le printemps et à ce que avant le printemps pouvait signifier et à ce que cela l'était et à quoi ressemblait le fait de s'en occuper. Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. J'avais appris quelque chose sur la confrontation au fil des ans, appris comme on apprend n'importe quelle chose pratique, par essai et erreur. Et ce que j'avais appris, c'était que confronter quelqu'un avant d'avoir des preuves est presque toujours une erreur, car cela lui donne l'occasion de gérer votre réaction au lieu de répondre à votre question. J'avais besoin de comprendre ce à quoi je faisais face avant de le confronter. J'ai fait le dîner. Nous avons mangé. J'ai observé son visage à travers la table et il ne savait pas que je l'observais, ce qui était un petit et très important avantage. J'ai commencé à prêter attention différemment après cela. Pas de façon dramatique. Je n'ai pas commencé à vérifier son téléphone ou à lire ses courriels. Rien qui ne puisse s'annoncer à lui comme de la surveillance. J'ai simplement commencé à remarquer plus soigneusement les choses que je n'avais fait qu'entrevoir pendant des mois. Les appels derrière une porte fermée. Le dossier chamois qui est réapparu sur son bureau un après-midi et que j'ai observé cette fois sans le toucher, notant les noms sur les onglets, évaluation de la propriété, documentation de transfert, intérêt partiel, ébauche. J'ai photographié les onglets avec mi téléphone. Je n'ai pas touché au dossier lui-même. J'ai appelé l'avocate de la succession de ma grand-mère, une femme nommée Carole Ang,
qui avait géré le transfert original de la propriété et à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans. Je lui ai dit que je voulais revoir l'acte de propriété et comprendre exactement quels étaient mes droits concernant la propriété. Elle m'a envoyé les documents dans la semaine. Je les ai lus 2 fois attentivement, puis je l'ai rappelé et je lui ai demandé ce qu'il faudrait pour transférer un intérêt partiel dans une propriété à un tiers sans la connaissance ou le consentement du propriétaire principal. Il y a eu une brève pause à l'autre bout du fil. Il faudrait une contrefaçon, a-t-elle dit, ou de la coercition, aucune de ces choses n'étant légale. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Claire, a-t-elle dit prudemment, est-ce que tout va bien? Pas tout à fait, ai-je répondu. Je pense que je pourrais avoir besoin de vous dans un avenir proche. Je suis là, a-t-elle dit. Appelez-moi quand vous serez prête. Je l'ai remerciée et je suis restée assise pendant un long moment après avoir raccroché, dans la cuisine, sous la lumière du matin que j'avais toujours aimée dans cette pièce. Dans la maison de ma grand-mère que je n'avais pas été assez attentive à protéger parce que j'avais fait confiance aux personnes à qui je n'aurais pas dû faire confiance. J'ai pensé à l'écriture de ma grand-mère sur la note dans le couloir, prends en soin. Laisse-la prendre soin de toi. Je n'en avais pas pris soin. J'avais pris soin d'un mariage en supposant que la maison prendrait soin d'elle-même. Et ce n'étaient pas les mêmes choses, et j'avais été sotte de les confondre. Le dîner était l'idée de Diane, comme la plupart des choses qui importaient étaient l'idée de Diane, bien qu'elle soit trop prudente pour les présenter ainsi. Elle l'a proposé en février, 2 semaines après la conversation que j'avais surprise, en le présentant comme une réunion attendue depuis longtemps, quelques-uns de ses amis les plus proches, quelques parents de Thomas qu'elle n'avait pas vus depuis les fêtes, l'occasion de recevoir convenablement. Elle a proposé de l'organiser chez nous, ce qui était, disait-elle avec sa précision caractéristique, tellement plus chaleureux et confortable que mon appartement. Thomas a dit oui avant même que j'aie fini d'analyser la question. Quand je l'ai regardé, il avait déjà détourné les yeux. J'ai accepté. Je veux être clair à ce sujet. J'ai accepté. Et je n'étais pas passive en le faisant. J'étais stratégique. J'avais passé 2 semaines à collecter des informations discrètement. Et ce que j'avais collecté ne s'était pas encore cristallisé en quelque chose d'exploitable. Mais j'étais proche. Je pouvais le sentir comme on sent le temps changer, un changement de pression, quelque chose d'atmosphérique et d'intérieur. J'ai accepté le dîner parce que le refuser leur aurait appris quelque chose. Et je ne voulais pas qu'ils sachent ce que je savais, ou ce que je soupçonnais, ou ce que je préparais. J'ai accepté, j'ai souri et j'ai demandé ce qu'elle aimerait que je cuisine. Dans les 2 semaines entre l'acceptation et la soirée elle-même, j'ai trouvé le document. C'était un jeudi après-midi, le genre d'après-midi gris de milieu d'hiver qui fait que 17.00 ressemble à 20.00. Thomas était au bureau. Je travaillais de la maison dans la petite chambre à l'arrière de la maison, celle qui était la mienne quand j'étais enfant et que nous utilisions maintenant comme bureau. J'étais allé dans la chambre principale pour récupérer un chargeur de téléphone sur la table de nuit de Thomas quand j'ai remarqué que son ordinateur portable était ouvert sur le lit. Pas inhabituel. Ce qui était inhabituel, c'est qu'il l'avait laissé déverrouillé, l'écran encore allumé, un document ouvert dans un logiciel de PDF légal que je ne reconnaissais pas. Je suis resté sur le seuil de la porte un instant, puis je me suis approché. Le document s'intitulait « Accord de transfert d'intérêt partiel, projet préliminaire ». Il faisait 6 pages de long. Mon nom y apparaissait 11 fois. L'adresse de ma grand-mère y apparaissait 5 fois. Le nom de Diane y apparaissait 8 fois, répertorié comme la bénéficiaire d'un intérêt de 30% dans la propriété en échange de. Et c'était la partie qui a fait que la pièce a semblé basculer à nouveau. En échange de contributions financières au ménage conjugal sur la période du mariage telle qu'estimée et soumise par le co-occupant de la propriété, Thomas R. Mercé. Il y avait un bloc de signature au bas de la page 4. Mon nom y était inscrit. La ligne de signature était vide. J'ai lu le document 2 fois, debout à côté du lit dans la lumière grise de l'après-midi, et j'étais consciente de ma propre respiration d'une manière qui ne m'est pas habituelle. Trop délibérée, trop prudente, comme quelqu'un à qui on a dit de respirer et qui y pense consciemment pour la première fois. Mes mains étaient stables, ce qui m'a surprise. Je m'attendais à ce qu'elles tremblent. Au lieu de cela, elles étaient très immobiles et très froides, et je les tenais légèrement éloignées de mon corps, comme si je risquais de contaminer quelque chose en le touchant. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone. J'ai envoyé les photographies à Carole Ang avec un message disant « C'est de cela que je parlais ».
S'il vous plaît, appelez-moi demain. Puis je suis retourné dans le bureau, je me suis assise à mon bureau et j'ai fixé mon écran de travail pendant 40 minutes sans rien voir. Traitant l'arithmétique particulière de ce que je venais de lire. 30%. En échange de l'estimation par Thomas des contributions financières de sa mère au ménage conjugal, ce qui signifiait que Thomas avait évalué les dîners occasionnels et les cadeaux de vacances de sa mère à un pourcentage significatif d'une maison dont j'avais hérité de ma grand-mère et que je possédais en totalité avant même qu'il n'y mette les pieds. Ce qui signifiait que Thomas travaillait depuis je ne sais combien de temps pour créer un mécanisme légal par lequel sa mère aurait un droit sur ma propriété. Ce qui signifiait que la conversation que j'avais surprise en janvier, si nous voulons faire cela avant le printemps, je m'en occuperai, n'était pas au sujet des comptes d'investissement de sa mère. Elle ne l'avait jamais été. Le dîner a eu lieu un samedi. J'ai passé les 2 jours entre la découverte du document et le dîner à faire plusieurs choses. Premièrement, j'ai appelé Carole et j'ai eu une conversation qui a duré 90 minutes et que je ne détaillerai pas entièrement ici, si ce n'est pour dire qu'à la fin, je comprenais exactement quels étaient mes droits, ce que le document que j'avais trouvé représentait légalement. Ce qu'il faudrait pour le contester et ce que je devais faire avant cette soirée. Deuxièmement, j'ai eu une conversation séparée avec Carole sur ma situation juridique plus large. Mon mariage, la propriété, les options que j'avais et les délais attachés à chacune. Troisièmement, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai appelé mon père. Mon père, Robert, n'est pas un homme dramatique. C'est un ingénieur civil à la retraite qui vit à 1 heure au nord de la ville et qui exprime son amour principalement par une assistance pratique et une qualité particulière de silence qui signifie qu'il écoute. Il est arrivé à la maison le lendemain matin avec du café dans un thermos et l'expression patiente d'un homme qui a conduit jusqu'ici parce qu'il a compris, sans qu'on le lui dise explicitement, que sa fille avait besoin de lui. Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui est son don immense et sous-estimé. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant un long moment. « De quoi as-tu besoin de ma part » a-t-il dit. Je le lui ai dit. Il a hoché la tête. Il a dit, samedi, alors. Et nous a servi plus de café. Nous nous sommes assis sur la terrasse arrière dans le froid de février et avons discuté des détails jusqu'à ce qu'ils soient solides. Le samedi est arrivé avec une mince lumière d'hiver et le calme particulier d'un jour qui sait qu'il va compter. J'ai cuisiné pendant la majeure partie de l'après-midi. Un plat de côtes braisées longuement, des légumes rôtis, une tarte que je faisais depuis que ma grand-mère m'en avait appris la recette, la même qui remplissait cette cuisine de la même odeur qu'elle avait toujours eue. Chaude, beurrée et légèrement acidulée par le citron dans la crème. Diane est arrivée à 16.00 pour aider à la mise en place, ce qui signifie qu'elle se tenait dans la cuisine à donner des ordres pendant que je cuisinais et qu'elle a réussi à faire 3 commentaires sur le niveau d'épices entre son arrivée et 17.00. Elle était de bonne humeur, d'une humeur inhabituellement joyeuse, celle qui vient de l'anticipation. Thomas se déplaçait dans la maison avec la neutralité prudente de quelqu'un qui a accepté quelque chose et qui vit maintenant dans l'espace inconfortable entre l'accord et sa conséquence. Il a aidé à porter les choses. Il a servi du vin aux invités qui arrivaient. Il évitait d'être seul avec moi dans n'importe quelle pièce, ce que j'ai noté sans commentaire. Les invités sont arrivés entre 17.30 et 18.00, 12 personnes au total, 4 des amis de Diane de son club de lecture, 2 couples qui étaient des amis de la famille que j'avais rencontrés pendant les fêtes, la tante de Thomas et son mari, et son cousin Mitchell. Qui était venu d'un autre état et que j'avais toujours apprécié. Mitchell a croisé mon regard à travers la pièce quand il est arrivé, m'a lancé le genre de sourire qui pose une question sans mots, et je lui ai fait un petit signe de tête spécifique qui signifiait « Reste près d'ici. Tu voudras être là pour ça. » Je ne sais pas exactement à quoi je m'attendais, peut-être à un sentiment d'anormalité, à un marqueur visible de ce qui allait arriver, mais la première heure de la fête a simplement été un dîner. Le vin coulait. Le plat de côte a été reçu avec les compliments qu'un plat braisé mérite. Les conversations se sont déroulées sur les sujets habituels, le travail, la météo, un projet de développement de quartier dans lequel le cabinet de Thomas était tangentiellement impliqué. Diane circulait parmi ses invités avec l'aisance confiante d'une femme qui reçoit depuis longtemps, touchant les bras, se penchant pour des confidences, la générosité exercée de quelqu'un qui joue l'hospitalité plutôt que de la ressentir. J'étais dans la cuisine quand je l'ai entendu. J'étais allé chercher le 2e plat de service, les légumes rôtis que j'avais gardés au chaud dans le four, et je me tenais juste à l'intérieur de la porte de la cuisine, le plat à la main.
quand sa voix est parvenue de la salle à manger avec la clarté particulière d'une voix qui n'est pas tout à fait aussi discrète qu'elle le croit. « C'est ma belle-fille, disait-elle. » Le ton chaleureux, le ton presque affectueux, celui qu'elle prenait pour son public. « Claire, elle est merveilleuse, bien sûr, bien que, enfin, je ne devrais pas le dire. Elle. » À pause stratégique, la permission qu'elle accordait pour qu'on lui pose la question. Et puis, parce que quelqu'un avait demandé, parce que quelqu'un demande toujours, c'est juste que tout cela va changer très bientôt. Thomas demande le divorce. Elle va déménager. C'est triste, mais ces choses arrivent. Je suis juste contente qu'il ait sa famille. Le plat était lourd dans mes mains. Je me tenais dans l'encadrement de la porte de la cuisine et je l'ai entendu. J'ai entendu le murmure de réponse des invités. Le ton particulier de l'inconfort poli mélangé à l'attention avide que les gens portent au désastre des autres. J'ai entendu Thomas dire, de quelque part près de la fenêtre, « Maman » sur le ton de quelqu'un qui veut donner l'impression de s'objecter sans réellement rien arrêter. J'ai entendu Diane dire avec assurance, « Oh, Thomas, ils finiront par le savoir de toute façon. Ça ne sert à rien de le cacher. » Je suis entré dans la salle à manger. Je veux décrire ce moment avec soin parce que c'est celui sur lequel je suis revenu le plus souvent au cours des mois qui ont suivi. Je suis entré en portant le plat de service, affichant l'expression particulière que je pratiquais depuis 2 jours. Pas le sourire forcé de quelqu'un qui cache quelque chose, et pas la neutralité prudente de quelqu'un qui gère sa réaction, mais simplement le visage d'une femme qui s'apprête à poser un plat de service et à dire ensuite quelque chose qu'elle attendait précisément de dire. J'ai posé le plat sur la table. J'ai regardé Diane. Elle m'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui a été pris à faire quelque chose qu'il n'avait pas vraiment prévu qu'on découvre à ce moment précis. Un léger recalibrage derrière les yeux, une réévaluation du calendrier. Thomas s'est levé. Il a dit, « Chérie, j'ai entendu dans sa voix quelque chose qui aurait pu être des excuses et qui aurait pu être un avertissement, et qui était presque certainement les deux. » Je lui ai souri. Je veux être clair, c'était un vrai sourire. Je n'avais pas ressenti de rage depuis des jours. Ce que j'avais ressenti était quelque chose de beaucoup plus utile que la rage, quelque chose de froid, de clair et de délibéré, comme une eau qui est restée immobile assez longtemps pour refléter parfaitement. Parfait, ai-je dit, parce que j'ai aussi des nouvelles. La pièce est devenue silencieuse. Pas le silence poli d'une conversation qui s'est interrompue, mais le silence du souffle coupé de personnes qui comprennent qu'elles vont être témoins de quelque chose. J'ai regardé autour de la table les 12 personnes tenant des verres de vin, la tante de Thomas qui s'était figée, Mitchell qui s'était redressé sur sa chaise, Diane qui portait encore son sourire mais dont les yeux avaient changé. J'ai parlé à mon avocate jeudi, ai-je dit. Ma voix était sur un ton de conversation. C'était important, pas forte, pas théâtrale, simplement conversationnel. Le ton de quelqu'un qui transmet des informations pratiques à un public intéressé. Elle a examiné un document que j'ai trouvé sur l'ordinateur de Thomas jeudi après-midi. Un accord de transfert d'intérêt partiel pour cette maison, ma maison, celle que ma grand-mère m'a laissée, celle que je possède depuis bien avant que Thomas et moi ne soyons mariés. J'ai fait une pause. Le document proposait de transférer 30% de la propriété à Diane, signé en mon nom, en échange de la comptabilité faite par Thomas des contributions ménagères de sa mère au cours de notre mariage. Une autre pause. Je n'ai pas signé ce document. On ne m'a pas demandé de signer ce document. Mon nom apparaissait dans un bloc de signature qui n'avait pas encore été rempli, ce que mon avocate qualifie de tentative de fraude en préparation, et qu'elle a déjà signalé aux parties concernées. La pièce était très immobile. Le tic-tac de l'horloge du couloir n'avait jamais semblé aussi fort. De plus, ai-je continué, à compter de 9.00 ce matin, j'ai déposé une demande de divorce. Pas Thomas, moi. Mon avocate a déposé les papiers ce matin, citant, entre autres choses, une rupture de la confiance conjugale et une conspiration pour commettre une fraude immobilière. J'ai regardé Thomas alors, directement. Il avait le visage d'un homme qui a regardé quelque chose se produire dont il comprenait intellectuellement que c'était possible, mais qu'il n'avait pas cru capable de se produire réellement. La maison est à moi. L'hypothèque est à mon nom. L'acte est à mon nom. C'était la maison de ma grand-mère. Elle m'a été laissée, et elle restera mienne. J'ai regardé Diane en dernier. Elle était devenue, et je ne m'y attendais pas exactement bien que je l'eusse espéré, entièrement, globalement, blanche. Pas pâle, blanche.
La couleur d'un mur sous une lumière d'hiver. L'absence de sang particulière de quelqu'un dont le plan s'est retourné contre lui si complètement que le corps l'enregistre comme un choc physique. Sa bouche était légèrement ouverte. Le verre de vin dans sa main était parfaitement immobile. Je tiens à remercier tout le monde d'être venu, ai-je dit. Le plat de côte est excellent. S'il vous plaît, servez-vous. J'ai posé la cuillère de service et je suis retourné à la cuisine. La pièce a éclaté derrière moi, pas bruyamment, mais de la manière particulière de 12 personnes se recalibrant simultanément, les voix se chevauchant, le bruit d'une chaise que l'on recule. J'ai entendu Thomas prononcer le nom de sa mère, puis mon nom, puis quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. J'ai entendu Mitchell dire clairement et avec ce qui semblait être une admiration sincère, « Mon Dieu ». Je me tenais devant le comptoir de la cuisine et je regardais par la fenêtre le jardin de février, le poirier nu, l'herbe raide de givre, la clôture arrière, et j'ai respiré une fois très lentement par le nez. Mes mains étaient totalement stables. Thomas est entré dans la cuisine 4 minutes plus tard. Je sais que c'était 4 minutes parce que je les ai comptées, pas avec anxiété, mais avec l'attention particulière de quelqu'un qui n'est pas pressé et qui a simplement conscience du temps qui passe. Il se tenait dans l'encadrement de la porte. Il semblait, pour la première fois depuis que je le connaissais, véritablement incertain. Pas la mise en scène de l'incertitude que les gens utilisent quand ils veulent être pardonnés, mais la véritable variété, la confusion de quelqu'un qui a découvert que l'histoire qu'il se racontait sur ce qui se passait n'était pas l'histoire qui se passait réellement. Claire, a-t-il dit. Thomas, ai-je répondu. Je n'ai pas, je veux dire, ce n'était pas censé. Il s'est arrêté, a dégluti, a essayé à nouveau. Elle a dit que c'était juste une précaution, que cela lui donnerait une certaine sécurité, quelque chose au cas où. Au cas où quoi? Ai-je demandé. Je regardais toujours par la fenêtre. Au cas où je ferais quoi? Il n'a pas répondu. Je pense que c'était parce qu'il n'y avait aucune réponse qui ne révélait pas exactement ce que je savais déjà. Tu savais, ai-je dit. Je l'ai dit calmement, sans emphase particulière. Comme on énonce un fait qui ne nécessite plus de discussion. Tu savais pour ce document. Tu étais dans ces conversations. Je t'ai entendu en janvier. Si nous voulons faire cela avant le printemps, tu parlais de ma maison, la maison de ma grand-mère. Je me suis détourné de la fenêtre pour le regarder. Tu prévoyais de transférer une partie de ma propriété à ta mère, sans me le dire, sans me le demander, et tu avais décidé que tu t'en occuperais. Son expression était la confirmation. Pas de la culpabilité exactement, quelque chose de plus compliqué que la culpabilité, le visage de quelqu'un qui s'était convaincu que ce qu'il faisait n'était pas tout à fait mal dans un certain cadre négociable. Et qui est maintenant confronté au fait que ce cadre n'a jamais existé en dehors de ses propres rationalisations. Je voulais juste qu'elle se sente en sécurité, a-t-il dit. Elle s'inquiète de sa situation financière. J'ai pensé que si elle avait une petite part dans la maison. Ce n'est pas ta maison pour en distribuer des parts, ai-je dit. J'étais toujours calme. C'était délibéré. J'avais appris il y a longtemps que les choses les plus calmes sont celles qui portent le plus loin. Cela n'a jamais été ta maison. Elle était à moi quand je t'ai rencontré. Elle était à moi quand nous nous sommes mariés. Elle est à moi maintenant. Et ce que tu faisais, ce que toi et ta mère faisiez ensemble depuis je ne sais combien de temps, ce n'est pas de la planification financière. C'est de la fraude. Il a tressailli. Il a réellement tressailli, ce qui a été le seul moment de cette conversation où j'ai ressenti quelque chose de plus doux qu'une clarté froide. Quelque chose qui aurait pu être du chagrin, une brève reconnaissance passagère de ce que cet homme avait été autrefois, de ce que ces 4 années avaient été et de ce que tout cela était maintenant. Cela a duré un instant. Puis la clarté est revenue. Mon avocate sera en contact avec le tien, ai-je dit. En attendant, j'ai besoin que tu comprennes que cette maison ne fait pas partie de la procédure de divorce. Elle est à moi par acte, par héritage, par tous les mécanismes juridiques qui existent. Le document de ta mère n'a jamais été exécuté. Il n'a aucune valeur juridique, et toute tentative ultérieure de réclamer un intérêt quelconque dans cette propriété sera traitée comme une fraude continue. Il se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine et me regardait. Et j'ai pensé, pas pour la première fois, qu'il y a une tristesse particulière à découvrir que quelqu'un qu'on a aimé était capable de cela. Pas la tristesse brûlante, pas celle qui vous détruit, mais la tristesse calme et plate d'une porte qui se ferme,
d'un chapitre qui se termine, d'une histoire qui se finit d'une manière que l'on n'avait pas prévue mais que l'on ne trouve plus surprenante. Retourne voir tes invités, ai-je dit. Je vais apporter la tarte. Il est parti. Je suis resté un moment seul dans la cuisine, dans la lumière chaude et l'odeur de beurre et de citron et de quelque chose qui caramélisait sur les bords du moule à tarte. Et j'ai pensé à ma grand-mère qui s'était tenue dans cette cuisine pendant 40 ans, et à la note dans le couloir, et à ce que cela signifiait de prendre soin de quelque chose qu'on vous avait donné. Puis j'ai sorti la tarte du four et je l'ai apportée. La salle à manger s'était réorganisée pendant mon absence. Diane était à l'autre bout de la table, entre ses deux amis du club de lecture qui semblaient la gérer avec l'attention concentrée de personnes contenant une crise. Elle était très immobile. Son verre de vin avait été rempli, mais elle n'y buvait pas. Elle ne m'a pas regardé quand j'ai posé la tarte sur la table. Mitchell a croisé mon regard à l'autre bout de la pièce et m'a fait un petit signe de tête délibéré. La tante de Thomas, une femme pragmatique nommée Vera qui avait toujours été gentille avec moi, s'est penchée légèrement vers moi quand je suis passé et a dit très doucement, « C'est bien, ma chérie. » J'ai touché brièvement son épaule, je n'ai rien dit et je suis allé m'asseoir à ma place. Le reste de la soirée a été remarquable par sa normalité. C'est ainsi que sont les gens, avec cet instinct social qui est à la fois notre grande faiblesse et notre grande résilience. Quand une crise a été contenue, quand le drame aigu s'est résolu en quelque chose de statique, nous revenons à l'ordinaire avec une rapidité surprenante. Les conversations ont repris. La tarte était, comme elle l'est toujours, excellente. Thomas était assis à son bout de table et restait silencieux. Diane était assise au sien et restait très immobile. Tous les autres se sont comportés avec la sociabilité déterminée d'invités qui ont décidé que ce dont ils avaient été témoins n'était pas de leur ressort à traiter publiquement, et que la nourriture est bonne et le vin est bon, et que ce sont des raisons suffisantes pour poursuivre la soirée. Ils sont partis vers 21h30. Diane est partie la première, son manteau serré contre elle et ses amis de chaque côté d'elle. Un petit exode encadré. Elle ne m'a pas dit au revoir. Thomas l'a raccompagnée jusqu'à la porte. J'ai entendu depuis la cuisine, où je couvrais les restes du plat de côte, sa voix basse, la voix d'elle encore plus basse, puis la porte se fermait, puis le silence. Il est revenu à la cuisine. Il s'est tenu un moment dans l'encadrement de la porte. Encore cet encadrement, celui où il n'arrêtait pas de se tenir comme s'il ne pouvait pas tout à fait se décider à entrer dans la pièce. J'enveloppais le plat à tarte dans du papier aluminium. « Je suis désolé, a-t-il dit. Il l'a dit avec le poids de quelqu'un qui le pense vraiment et qui sait que le penser ne suffit pas. Je sais, ai-je répondu. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, a-t-il dit. J'ai posé le papier aluminium et je l'ai regardé. Si, tu le sais, ai-je dit. Tu sais exactement comment on en est arrivé là. Tu as fait des choix à chaque étape du chemin. Tu as fait des choix. Tu as choisi de garder le silence lors de ces conversations. Tu as choisi de laisser ce dossier sur ton bureau. Tu as choisi en janvier de dire à ta mère que tu t'en occuperais. J'ai fait une pause. Ce que je ne sais pas, ce que je ne peux sincèrement pas te dire, c'est si l'un de ces choix est rattrapable. Mais je sais que la seule chose honnête que tu m'aies dite depuis des mois est ce que tu viens de dire. Et je veux que tu saches que je l'ai entendu. Il s'est assis à la table de la cuisine, la table de ma grand-mère, celle qui avait un léger vacillement à un pied que je n'avais jamais pris le temps de réparer, et il a mis sa tête dans ses mains. Il n'a pas pleuré. Il est simplement resté assis avec le poids de tout cela, ce qui me semblait plus honnête que ne l'auraient été des larmes. « Où allons-nous à partir d'ici » a-t-il demandé. Par l'intermédiaire de nos avocats, ai-je répondu avec précaution et honnêteté, sans plus aucun projet qui ne m'inclut pas. Je l'ai laissé assis à la table et je suis allé me coucher. Ce qui a suivi n'a pas été simple. Je veux être honnête à ce sujet parce que je n'ai aucun intérêt pour une version de cette histoire qui rendrait les conséquences plus faciles qu'elles ne l'ont été. Le divorce a pris 7 mois. L'avocat initial de Thomas a été agressif concernant la maison au début, invoquant la cohabitation, l'investissement conjugal, les contributions aux rénovations. Et il y a eu des semaines au milieu de tout cela où je rentrais de réunion avec Carole et je restais debout dans la cuisine, dans le noir, et je ressentais l'épuisement particulier de me battre pour quelque chose qui n'aurait jamais dû être contesté. Mais l'acte de propriété était sans ambiguïté. Le legs de ma grand-mère était documenté. La maison était à moi, libre de toute dette, avant le mariage. Carole a été précise, patiente et discrètement féroce,
et elle a démantelé chaque argument qu'ils ont soulevé avec l'efficacité méthodique de quelqu'un qui a passé 30 ans à protéger les gens de exactement ce genre de manœuvre. La situation de Diane est devenue substantiellement plus compliquée. Le document de transfert d'intérêt partiel, celui que Thomas avait laissé ouvert sur son ordinateur, celui que j'avais photographié, celui que Carole avait déjà signalé au moment du dîner, a déclenché une enquête formelle. Pas de poursuite pénale finalement, parce que le document n'avait jamais été exécuté et qu'aucune fraude n'avait été techniquement accomplie, mais l'enquête elle-même a eu des conséquences. Le nom de Diane attaché à un document représentant une tentative de fraude immobilière a eu des répercussions dans sa vie professionnelle qu'elle n'avait pas prévues. Elle travaillait à temps partiel comme consultante financière. Elle ne le fait plus. Thomas et moi avons vendu les meubles de style Craftsman que nous avions achetés ensemble et divisé le contenu de la maison conformément au règlement avec une précision qui était à la fois inconfortable et nécessaire. Il a emménagé dans un appartement de l'est de la ville. J'ai gardé la maison. J'ai gardé la table de cuisine de ma grand-mère avec le pied qui vacille. J'ai gardé la note dans le couloir, prends en soin. Laisse-la prendre soin de toi. Cela fait 11 mois depuis le dîner. Le poirier a fleuri en avril comme il le fait chaque année. Et je me suis tenu sur la terrasse arrière avec mon café du matin et je l'ai regardé, et j'ai pensé à toutes les choses qui s'étaient passées dans ce jardin, dans cette maison. Dans l'histoire particulière que ma grand-mère avait construite ici et que j'avais failli laisser quelqu'un d'autre démanteler. Mitchell a pris des nouvelles par message quelques semaines après que le divorce a été finalisé. Juste un court message, j'étais à ce dîner, Claire. Ce que tu as fait a demandé quelque chose. Je voulais juste que tu saches que je l'ai vu. J'ai répondu, merci. Je sais que tu l'as vu. Mon père est venu pour un week-end en juillet. Nous avons enfin réparé le pied qui vacillait sur la table de la cuisine avec une cale en bois et de la colle à bois, lors d'un dimanche après-midi de patience minutieuse. Nous avons mangé la tarte que ma grand-mère m'avait appris à faire. Nous nous sommes assis sur la terrasse arrière dans la douceur de la soirée et nous n'avons pas beaucoup parlé, parce qu'il ne restait plus grand-chose à dire et parce que certaines des meilleures choses que mon père et moi partageons sont les silences qui signifient que nous sommes simplement tous. Les deux ici. Le potager a eu un bon été. J'ai fait pousser des tomates, du basilic et une quantité sprawling et optimiste de courgettes. J'ai cuisiné à partir du jardin la plupart des soirs. La cuisine, sous la lumière du matin, est exactement ce qu'elle a toujours été, chaude, beurrée et légèrement acidulée par tout ce qui se trouve sur le comptoir. Les planches sous mes pieds grincent de la manière spécifique dont elles ont toujours grincé. La fenêtre au-dessus de l'évier attrape le soleil levant selon un angle qui rend tout doré pendant environ 20 minutes avant que la lumière ne se déplace. Je ne sais pas si je me remarierai. Je ne suis pas certaine que cela importe pour le moment. Ce que je sais, c'est que je vis dans la maison de ma grand-mère, dans sa rue, avec sa note dans le couloir et sa recette dans la cuisine, et les 40 ans de son bonheur ordinaire et soigné imprégnés dans ses murs comme quelque chose de structurel. Ce que je sais, c'est que je me suis assise à sa table dans sa cuisine et que j'ai laissé le projet de quelqu'un d'autre pour ma vie presque remplacer le mien. Et que je l'ai arrêté, pas de façon dramatique, pas par accident, mais en prêtant attention, en me préparant, en entrant dans un dîner avec une clarté froide dans la poitrine et quelque chose de spécifique à dire. Le poirier est à nouveau nu maintenant, nous sommes en février, et le jardin est figé par le givre et silencieux. Le café du matin fume dans ma main sur la terrasse arrière. Et la maison se tient derrière moi comme elle l'a toujours fait, solide, chaleureuse, entièrement mienne. J'entends un cardinal dans le poirier. Il se pose, considère ses options, et reste.